Bonjour, c'est Sonia Roland sur Monard Magazine. Ça m'amuse pas d'enquêter dans ton lycée. Attends, c'est grave la honte, maintenant ils savent tous que je suis fils de flic. Alors pour ceux qui ont vu la première saison, on va découvrir chez mon personnage Mélissa Sainte-Rose, qui est commandante de police, une libération. En fait, dans la première saison, Mélissa, elle débarque à la Martinique, elle est parisienne, c'est une très bonne flic avec beaucoup d'instinct, mais elle doit faire équipe avec, en l'occurrence, une capitaine jouée par Béatrice de la Boulaye, qui s'appelle donc Capitaine Crivelli, et qui lui donne du fil à retordre, qui, elle, est blanche et elle connaît les us et coutumes de l'île, alors que Mélissa, elle est créole, mais elle connaît rien de ses origines créoles. Donc elle en joue vachement et elle lui mène un peu la vie dure dans la première saison, ce qui crée des vraies situations comiques entre les deux personnages. Donc mon personnage est un peu plus corseté, elle essaye de faire preuve d'autorité, mais elle la surjoue, cette autorité, ce qui a d'ailleurs été un exercice pour moi en tant qu'actrice. Et ensuite, dans la deuxième saison, suite à un burn-out, Crivelli va partir au large avec son bateau pendant 6 mois, donc va sortir des radars et elle va pouvoir permettre finalement à Mélissa de s'émanciper, de prendre vraiment possession de son travail et de travailler dans de bonnes conditions un peu plus calmes. Seulement, Crivelli revient. Et donc dans la deuxième saison, c'est vraiment le duo qui se reforme, mais avec une forme de maturité de la part de Crivelli, donc qui revient de longs mois de réflexion et d'une émancipation de la part de Mélissa qui, elle, devient un peu plus badass du coup. Donc ça crée vraiment des situations comiques. De toute façon, c'est clair que c'est vraiment un vrai pari de la part de la chaîne, donc de France 2, et des producteurs, Thierry Sorel et Richard Allieu, d'avoir misé sur un duo de femmes, flics, et surtout avec un discours, enfin un ton très décomplexé, voire irrévérencieux. Ça fait du bien en fait de voir des femmes endosser le rôle finalement de personnages qu'on aurait peut-être vus plus traditionnellement dans des personnages d'hommes. Et du coup c'est hyper libératoire, non seulement pour le spectateur mais pour nous aussi, et ça crée une audace qu'on a plaisir, nous, les comédiens, à jouer. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on me demande souvent si c'est une série féministe. Ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est juste en fait, on place la femme dans un contexte tout à fait actuel, avec des codes actuels et un ton actuel. Et ça fait du bien, en fait, de voir sur le service public une telle proposition, parce que du coup, ça permet de se dire qu'on peut revenir à ces codes, parce que ça a existé dans certaines séries avant, mais souvent, évidemment, à travers des personnages masculins. Mais ça fait du bien, en fait, de revenir à ces textes qui ont de l'esprit, qui ont de la... comment dire ? Ouais, qui ont de l'esprit en fait, voilà. Et juste et avec un ton décomplexé, ça c'est hyper intéressant. Décrire 20 années d'engagement dans une association comme la mienne par un mot, résilience en fait. Moi de toute façon c'est un mot, la résilience, qui m'inspire beaucoup. Enfin tous les films que je fais, tous les projets que j'ai faits en réalisation aussi. De documentaires, par exemple Rwanda du chaos au miracle ou Femmes du Rwanda, ou même mon court-métrage qui s'appelle Une vie ordinaire, le fil rouge c'est la résilience en fait. Je raconte ce que c'est que de traverser des douleurs, mais en gardant la tête haute, en transcendant, et c'est important de montrer qu'il y a des exemples ailleurs qui fonctionnent, de reconstruction humaine, sociale, économique, politique, mais avec vraiment cette notion de résilience, quoi. Voilà, aujourd'hui, on traverse des tumultes, nous aussi, avec la pandémie, avec les crises économiques qui vont être liées à tout ça. Il y a une morosité ambiante auquel auquel on fait tous face. Et moi, j'ai à cœur de cultiver en fait ma parcelle de bonheur. J'ai besoin de toujours voir de la lumière, même quand
la période est la plus sombre. J'ai vécu des moments dans ma vie qui sont très douloureux, très difficiles. La guerre, l'exil, l'arrivée en France, le racisme. J'ai vécu tellement de choses, tellement de vies que finalement, j'essaye toujours de tirer soit le meilleur de cette expérience, donc c'est-à-dire comment je transforme tout ça. Et du coup, le Rwanda, pour moi, c'était une évidence, non seulement sur le plan associatif, mais aussi sur le plan culturel. J'avais besoin aussi d'aller chercher des exemples au Rwanda pour montrer en France et au monde, parce que, par exemple, mon premier documentaire a été présenté sur TV5 Monde. J'avais besoin de montrer qu'un tout petit pays comme celui-là qui a vécu le plus grand drame après le génocide de la Shoah, ça a réussi à se relever, a réussi et à montrer au monde que seul il avait réussi à trouver les solutions pour se remettre debout, quoi. Et ça, c'était essentiel pour moi de montrer ça, parce que ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de ma famille, ça fait partie de notre mentalité chez nous au Rwanda. Et quand on traverse des tumultes comme aujourd'hui, je pense que c'est des exemples à montrer. Et d'ailleurs, quand tu parlais par exemple de l'engagement auprès de la diversité, tu vois, clairement, si j'ai accepté ce projet de Tropique Criminel, c'est aussi parce que c'était l'occasion sur le service public de mettre en lumière autant de talents, de permettre aussi à des techniciens en Martinique de pouvoir accéder à un métier de manière vraiment évidente et professionnelle, et de pérenniser ça, parce que finalement d'une saison à l'autre on les retrouve, et moi j'ai vraiment à cœur que le public, parce que le public n'est pas difficile à convaincre, du moment qu'on lui propose de l'audace, du divertissement, un ton un peu décomplexé, il est au rendez-vous. Le plus dur à convaincre, souvent, c'est dans les sphères de décision. Donc dans les chaînes, chez les producteurs, dans les canaux de financement, en fait. Et moi, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus dur de monter un projet dont on sait qu'il y aura forcément une attente du public, parce qu'il faut convaincre des gens qui ne sont pas forcément convaincus par le projet, quoi. Alors en fait, Noir n'est pas mon métier, ça a été vraiment l'opportunité pour 16 actrices, donc sur l'impulsion d'Aïssa Maïga, de se réunir et de témoigner en fait de nos parcours à chacune, en tant que femme métisse, en tant que femme noire, en tant qu'actrice. Et en fait, on l'a fait de manière totalement déculpabilisante. On n'a pas voulu en fait culpabiliser le lecteur, ou en tout cas ceux à qui ça s'adressait, des gens du métier. C'était plutôt une main tendue pour comprendre aussi comment il faut aborder la question, par quel prisme, et puis surtout donner des éléments de compréhension suffisants pour qu'on ne dise plus « Ah, on n'était pas au courant ». Ça, c'est important, parce que la politique de l'autruche, au bout d'un moment, ça nous étouffe, quoi. Moi, je vois quand même un changement qui opère. Je vois une évolution qui opère. Déjà, au sein des chaînes publiques, au sein du service public, moi, je vois vraiment quelque chose qui commence à se pérenniser, même dans le regard qu'on pose sur la diversité. On essaye de se dire « Ah ouais, on ne va pas faire des films communautaires », c'est-à-dire faire des films avec des sujets pour les Noirs. Non mais c'est vrai, c'est ça aussi qui posait problème, c'est qu'avant on pensait mal, on se disait tiens, si on met une femme, par exemple dans la mode, si on met une femme noire sur une couverture de magazine, on va faire un spécial black. Mais non, en fait, c'est là où justement on polarise, et c'est là où aussi on se coupe d'un public, et c'est complètement dommage. En fait, réaliser, c'est venu un peu sur le tard, parce que moi, ma vraie vocation, le rêve que j'avais depuis petite, c'était d'être comédienne. Et en fait, clairement, j'ai découvert cette passion de la réalisation en questionnant un peu beaucoup de monde sur les plateaux tout le temps. Et ça devenait évident qu'il fallait que je passe à la caméra, parce que j'avais aussi moi-même envie de raconter des histoires. Seulement, la difficulté, encore une fois, c'est que c'est très difficile en France de pouvoir porter plusieurs casquettes. C'est très difficile en France de pouvoir porter plusieurs casquettes. Donc,
Ça s'est fait par étapes. Et en même temps, il y a un moment où j'ai dû répondre à une urgence. Par exemple, pour mon film Rwanda du chaos miracle, en fait, j'étais en train de préparer mon court-métrage, Une vie ordinaire, avec un producteur que j'avais rencontré sur un film en tant qu'actrice. Et il m'a suivie dans l'aventure de mon court-métrage Une vie ordinaire. Et on était en train de préparer ce court-métrage. Et puis, je commence à réaliser qu'on va fêter les 20 ans de la commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda et qu'il n'y a aucun sujet qui parle de la reconstruction de ce pays depuis 20 ans. Alors que pour moi, c'est quasiment miraculeux ce qui se passe là-bas. Les journalistes que je connais d'investigation, des journalistes très sérieux, souvent plébiscitaient la reconstruction du Rwanda et me disaient c'est fou quand même qu'on n'ait jamais fait de sujet. Et je leur disais mais faites-le. Et en fait, comme c'était pas forcément leur domaine, enfin pas, disons non. Certains journalistes étaient vraiment focalisés sur les aspects politiques en fait entre la France et le Rwanda et tout ça. Et ils me disaient mais toi en fait t'es la mieux placée pour réaliser ce film sur la reconstruction. En plus qui mieux que toi peut l'incarner. Alors du coup je me suis jetée corps et âme dans cette aventure. À vrai dire au départ il n'y avait pas de financement. Donc avec Bagan, donc Patrick Hernandez, il s'appelle le producteur, je lui dis écoute, ça te dirait de me suivre dans l'aventure de ce documentaire. Bon, il n'y a pas de sous. Et j'ai à la hâte créé une boîte de production qui s'appelle Somad Production avec une de mes associées qui s'appelle Magicen Beringai. Ensuite nous a rejoint Amanda Herzberg, une autre associée, et du coup on a formé ce trio. Et on a pu réaliser ce film parce que j'ai amené un financement, un apport personnel, mais qui venait aussi de mes contrats publicitaires. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Je vois bien, même toi, t'en es la preuve. Tu t'es débrouillée toute seule, t'as mené ta barque toute seule et t'as quand même créé. Mais parce que t'as eu de l'exigence, de la rigueur. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Il faut avoir de la rigueur, un sens de l'observation. Il faut voir ce qui se passe autour de soi. Il faut s'adapter au monde qui bouge. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et forte de toute cette expérience, je me suis dit, bon allez, maintenant, je trace ma route, mais il faut que je trouve les meilleurs partenaires. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est de toujours bien s'entourer. Ça, je crois que c'est la clé. Il faut bien s'entourer pour avancer le plus loin possible. La prochaine réalisation, ça sera une fiction tirée de mon histoire personnelle parce que je vais raconter les coulisses d'une candidate à Miss France un peu particulière puisqu'elle est un peu garçon manqué, elle est fan de Michael Jordan, elle est métisse et elle vient d'un milieu ouvrier. Donc en fait, il y a 3 aspects qui font que c'est pas si évident pour elle que de se projeter dans le rôle d'une candidate à Miss France, quoi. Mais c'est ça qui va donner à la fois un sens comique et puis en même temps, on va soulever plein de sujets qui font écho à notre société actuelle. Si tout va bien, parce que là, je repars en tournage pour la 3e saison de Tropiques Criminels, donc 4 mois de tournage en Martinique. Si tout va bien, je passe à la prépa de mon film et donc j'espère la réalisation à la fin de l'année. Oui.